Diaspora Haïti, c'est toute nouvelle la caille. Depuis le 7 juillet dernier et le magnifique présidentiel du président Jovenel Moïse, Diaspora Haïti TV est mobilisée. Pour mieux vous informer, dès que cela en vaut la peine, nous vous donnons les dernières informations sur l'évolution de l'enquête, les révélations, mais également les zones d'ombre que nous essayons d'éclaircir. Avec les investigations menées en Haïti par notre correspondant Le Comte d'Or. Hey greffier, préparez-vous à recevoir une balle dans la tête. Ils vous ont donné un ordre et vous continuez à faire de la merde. Ceci est un extrait d'une plainte officielle déposée auprès de la police nationale et qui a été consultée par CNN. Des témoignages inédits de suspects clés, des tentatives mystérieuses d'influencer l'enquête et le danger aigu ressenti par les enquêteurs judiciaires alors qu'ils tentent de découvrir qui a assassiné le président. Et surtout, qui en a donné l'ordre, qui en sont les véritables commanditaires. Mais également avec le desk Diaspora Haïti TV et Peterson Hercule. Malgré son rôle essentiel dans les investigations, la justice n'a donc pas été autorisée à pénétrer dans le périmètre de la police pendant les premières heures. Cela soulève bien sûr le spectre d'une falsification de preuves. Sur Diaspora Haïti TV, vous ne manquerez rien de l'évolution de l'enquête. Diaspora Haïti, c'est toute nouvelle la caille. Et l'on débute ce numéro spécial avec la déclaration de Nicolás Maduro, le président vénézuélien. Certes, il faut les prendre avec des pincettes, mais ce qu'il y raconte est véritablement étonnant. Colombia, el gobierno de Colombia tiene que haber sabido de la preparación de ese grupo de mercenarios para cometer ese crimen en Haití. El gobierno de Colombia sabía y tiene que reconocerlo, porque un grupo de 26 militares colombianos que salieron con sus pasaportes de Colombia a una operación militar en el Caribe, no puede ser que los organismos de inteligencia de Colombia no lo supieran. Y el gobierno de Estados Unidos, yo le digo al presidente Biden desde aquí, las agencias de inteligencia de Estados Unidos, la CIA, la NSA, el FBI, tiene que haber conocido de estos movimientos de mercenarios. Le président de la République bolivarienne du Venezuela, Nicolás Maduro, a fait une nouvelle sortie pour donner des informations qui stipulent l'implication de son homologue colombien Iván Duque, qu'il accuse d'être de mèche avec une des personnalités dont le nom est lié au dossier de l'assassinat du président Jovenel Moïse dans la nuit du 6 au 7 juillet. J'ai parlé avec le premier ministre haïtien, Ariel Henry, il y a quelques jours, pour lui dire de faire attention. Parce que si le gouvernement d'Iván Duque est en contact avec des gens de la police, c'est pour s'assurer comment entraver l'enquête, a martelé le président de la République bolivarienne. Ils veulent entraver l'enquête et cacher les liens de la mafia colombienne avec le pouvoir haïtien dans l'assassinat de Jovenel Moïse, a dénoncé le président Maduro, qui n'en revient pas que l'entreprise ayant recruté les mercenaires colombiens depuis la Floride, la CTU, en lien avec l'extrême droite vénézuélienne de Juan Guaidó, ne soit pas sous enquête. Plus loin, le chef de l'État vénézuélien soutient qu'il y a de multiples vidéos et de photos attestant de la présence de ce dénommé Santa Maria, complice de l'assassinat de Jovenel Moïse, au palais présidentiel colombien à Bogota. C'est pourquoi, déclare-t-il, j'ai dit au Premier ministre haïtien, attention, ainsi que je le dis au peuple haïtien. Après cette mise en garde, le chef d'État vénézuélien a estimé que le personnel policier envoyé par Bogota avait pour mission de dévier les investigations sur l'assassinat du président Jovenel Moïse. Il faut rappeler qu'il y a un conflit ouvert entre la Colombie et le Venezuela, et ce bien avant l'assassinat de Jovenel Moïse. Et puisque l'on évoque les fameux mercenaires colombiens, voyons ce reportage de la chaîne canadienne TVA Nouvelles. On nous amène dans le quartier Jalousie, où la police nationale haïtienne a trouvé ceux que le gouvernement appelle des mercenaires étrangers. De présumés et mercenaires ou assassins qui s'allongeaient le long du mall et ils sont descendus. Lorsqu'ils sont arrivés au bas, donc ils ont rencontré des petits enfants aux environs d'âge de 7-8 ans. Donc les enfants étaient surprises. Donc elles ont appelé papa. Et lorsque leurs pères sont arrivés, ils ont vu que c'était des étrangers.
étant donné qu'ils ne parlaient pas le créole, le geste qu'ils faisaient traduisait qu'ils voulaient de l'aide, est-ce qu'on pouvait les cacher? Tout se passe dans un territoire assez restreint. On est tout près du quartier Jalousie et la police a eu des soupçons que ces fameux mercenaires se cachaient ici. C'est une résidence qui, selon les informations véhiculées par des médias haïtiens, appartenait à une femme qui a déjà trempé dans certaines combines, disent-ils, avec d'ailleurs des ravisseurs. Alors, on voit des traces de projectiles partout, les véhicules incendiés aussi. Le commando est composé de 28 hommes, anciens soldats colombiens, et 2 Haïtiens, naturalisés américains. 8 sont toujours au large. La version officielle d'un complot ourdi par des forces étrangères commence à se décrédibiliser peu à peu. Les Haïtiens sont portés à croire qu'ils ont bénéficié de l'aide de l'intérieur du pays ou du gouvernement, pour ce qu'il en reste. Je me suis tout de suite réveillée, on s'est regardé, on s'est dit, est-ce que c'est pas Kay Jovenel en créole? Est-ce que c'est pas chez le président, là? Ivanka Jolicoeur Brutus, ancienne mairesse de Pétionville, voit de son balcon la résidence de Jovenel Moïse. Beaucoup de présidents ont beaucoup d'ennemis, mais le fait qu'il se soit fait assassiner en sa résidence, et dit-on d'un corps étranger, c'est questionnable. Et comme vous venez de le spécifier, 72 heures après, on n'en sait pas trop. Entre gangs armés capables de toutes les violences dans un pays déstructuré, difficile de croire que la lumière sera faite sur l'assassinat du président Moïse. C'est malheureusement ce qui nous laisse dans ce stade de questionnement, de présomption, de supposition. Et là, je pense que et c'est ce qui m'inquiète, là. On n'a pas encore de réponse précise, ce qui laisse un champ ouvert à plusieurs interprétations. Il reste peu à quoi s'accrocher, mais il semble qu'il reste encore quelque chose. Imaginez-vous si tout le monde laissait le pays. Je veux dire, qu'est-ce qui resterait? Qu'est-ce qui en serait? Je garde encore espoir. J'ai des préoccupations. Je vis un stress. Mais partout où vous irez, peu importe où vous irez, vous allez connaître un stress de la vie. Et au bout du bout, comme on dit, écoutez, c'est un choix. C'est un choix. Et je tiens fort derrière mon choix. Et le jour n'est pas encore arrivé pour moi de laisser Haïti pour préoccupation d'insécurité. Félix Séguin, TVA Nouvelles, à Port-au-Prince, en Haïti. Depuis le 7 juillet dernier, sur Diaspora Haïti TV, on se pose cette question, d'ailleurs que tout le monde évoque. Connaîtra-t-on un jour la vérité? Qui est au sommet de la pyramide? Qui a commandité ce crime, ce manicide présidentiel? Est-ce qu'on n'aura jamais la réponse un jour? On se pose vraiment la question et c'est pas ce spécialiste, ex-secrétaire d'État à la sécurité publique, qui dira le contraire. À votre avis, est-ce que la sécurité du président était vraiment assurée? Il n'y avait pas un problème de sécurité, il y a un président qui a été livré. Livré. Le président a été pris dans le piège d'une structure politique utilisant des bras armés, étrangers, impliquant invariablement les Américains au premier chef. Parce que toutes les personnes qui sont citées, qui ont été arrêtées, ont quelque part transité aux États-Unis. Ils ont eu des séances de formation avec les Américains. Et il se trouve que le premier témoin de l'affaire, Madame Moïse, a été très légèrement blessée. Elle est la personne qui a dû assister à tout ce qui s'est passé dans la chambre de son mari. Donc vous pensez qu'elle a des choses à dire, qu'elle a des choses à raconter aux enquêteurs? Inévitablement, parce que quand même, le président Jovenel Moïse n'a pas été tout simplement abattu. Il a été torturé. Et cela doit avoir duré pendant longtemps avant qu'il soit fusillé. Donc, c'est une opération où la structure de sécurité du président s'est effacée pour permettre l'entrée des assassins du commando. Mais à qui profite directement cet assassinat? Qui sont les commanditaires? La première personne à qui a profité ce crime, cette personne avait fait une déclaration. Elle a dit, c'est le docteur Claude Moïse, elle a dit que je viens de présider un conseil des ministres. Il n'y a que le président de la République qui peut présider un conseil des ministres. C'est ce que nous avait déclaré le docteur Claude Joseph. Je viens de présider un conseil des ministres. Donc vous pensez qu'il est derrière cet assassinat? Suivant le vœu de l'article 149 de la Constitution. L'article 149 de la Constitution prévoit qu'à la 4e année, quand le président de la République
est rendu indisponible, le Premier ministre assure la présidence jusqu'aux élections. Monsieur Rébu, est-ce que Maintenant, vous pensez qu'on aura des réponses, qu'on aura des vraies réponses à cette enquête sur l'assassinat du président Moïse? absolument pas. Jamais. C'est un crime d'État. On ne les aura C'est jamais. un crime d'État. Et on peut utiliser des épouvantails pour fournir des explications, mais c'est un crime d'État. Donc vous ne croyez pas à l'enquête ni aux résultats potentiels de l'enquête? Non, ce sont les gens qui sont à la base de ce qui est arrivé qui mènent l'enquête. Nous entendons parler de la Colombie est impliquée. Nous entendons parler des Américains à quelque niveau que ce soit. Donc personne en Haïti, les gens directement ne sont pas impliqués. C'est uniquement venu de l'extérieur? Mais bien sûr qu'il y a des gens en Haïti impliqués à avoir été impliqués. Comment est-ce qu'on pourrait accéder au président sans que tous les paliers de son système de sécurité n'aient tiré un seul coup de feu? Donc c'est une vaste conspiration en réalité. C'est une vaste conspiration interne et externe qui a abouti à l'élimination du président. Ouais, si on l'a bien compris, un crime d'État, c'est pas près d'être résolu. Diaspora Haïti, c'est toute nouvelle la caille. Alors qu'elle est retournée aux États-Unis, quittant Haïti avec ses 2 enfants et même son chien, certainement pour s'y installer, Martine Moïse a enfin raconté dans une longue interview au New York Times cette terrible nuit du 6 au 7 juillet dernier, lorsque son mari, Jovenel Moïse, a été assassiné. Elle indique qu'elle s'est fait passer pour morte devant les mercenaires. La seule chose que j'ai vue avant qu'ils ne tuent mon mari a été leur botte. Réveillée cette nuit du 7 juillet par des coups de feu, la première dame d'Haïti explique avoir caché leurs 2 enfants dans une salle de bain avant de s'allonger elle-même sur le sol sur les conseils de Jovenel Moïse. « Je pense que c'est là que tu seras en sécurité », a-t-il alors déclaré. Ce furent les dernières paroles du président haïtien. Touché en première par une rafale, Martine Moïse explique être restée allongée. À ce moment-là, j'ai eu l'impression de m'étouffer à cause du sang dans ma bouche et je ne pouvais pas respirer, décrit-elle. Les membres du commando ont alors fouillé la chambre, raconte-t-elle au New York Times. Elle les a entendus parler en espagnol entre eux et avec quelqu'un au téléphone. Ils cherchaient quelque chose dans la pièce et ils l'ont trouvé, affirme-t-elle. Au quotidien américain, la veuve Moïse confie ses soupçons. « Je ne comprends pas comment personne n'a été touché par des balles », dit-elle à propos des forces de sécurité censées protéger son mari au sein de la résidence présidentielle. Après les premiers coups de feu, Jovenel Moïse avait pourtant appelé les responsables de la sécurité, dit-elle. Après avoir accroché, il lui a dit avoir eu Dimitri Erard, puis Jean Laguelle Civil. Ils lui ont dit qu'ils arrivaient. Les 2 hommes, respectivement responsables de l'unité de sécurité générale du Palais national et coordonnateurs de la sécurité du président, ont depuis été arrêtés dans le cadre de l'enquête. Pour Martine Moïse, les personnes pour l'instant citées dans ces investigations ne sont que des exécutants. Seuls les oligarques et le système pouvaient le tuer, affirme-t-elle. Au New York Times, elle livre un nom, celui d'un homme d'affaires influent, récemment entré en politique, Réginald Boulos. Se gardant de l'accuser d'avoir commandité l'assassinat, elle estime qu'il avait quelque chose à y gagner, explique le journal. Contacté par le quotidien américain, Réginald Boulos a opposé de véhémentes dénégations et indiqué soutenir une enquête internationale indépendante. La police haïtienne a pour l'instant procédé à l'arrestation d'une 20aine de mercenaires colombiens et affirme avoir mis à jour un complot organisé par un groupe d'Haïtiens ayant des liens avec l'étranger, mais de nombreuses zones d'ombre subsistent. C'est donc la première fois que Martine Moïse évoque cette terrible nuit, la nuit de la tragédie. Et le Comte d'Or, vous nous expliquez comment vous avez analysé, retour en arrière, le discours qu'elle avait prononcé lors des funérailles. Elle avait essentiellement parlé de trahison au plus haut niveau de l'État haïtien. Tu as été sauvagement assassiné, toi qui as toujours renoncé à la violence. Tu as toujours prêché le pardon, la réconciliation, le tête ensemble. On a comploté contre toi, te condamnant à mourir dans la barbarie et la cruauté. Toi, si indulgent avec les autres, tu as connu la haine. Ils t'ont jeté leur venin pour assassiner ton caractère. Toi, toujours si loyal envers eux, tu as été abandonné et trahi. Dans
Dans son discours sur lequel nous revenons aujourd'hui, Martine Moïse a peut-être éclairci des points d'ombre sur l'événement tragique survenu. L'unique témoin survivant du manicide présidentiel a estimé que son mari avait été trahi et abandonné. Si l'enquête officielle parle de complot de mercenaires étrangers, les mots de l'ex-première dame indiquent une piste qui l'interroge dans le cadre de l'enquête. Même si pas plus Martine Moïse que son fils ou la sœur du président assassiné n'ont ouvertement mentionné qui sont les coupables, la traîtrise a émaillé tous les discours et les attitudes de Martine Moïse. D'abord, elle a refusé les fleurs offertes à son arrivée, de retour de ses soins prodigués en Floride, puis elle a refusé que l'État prenne en charge les funérailles. Son discours d'ailleurs a été dans cette continuité. Sa sécurité est prise en charge par des étrangers. Il y a bien une fissure entre Martine Moïse et l'État. Son discours lors des funérailles constituait sa première prise de parole publique depuis l'assassinat. En parlant de trahison et d'abandon, elle nous a laissé comprendre qu'elle disposait de plus d'informations que la police n'en a partagé. Des informations que l'on risque de ne jamais connaître, selon certains observateurs. Enfin, à la question pourquoi Jovenel Moïse a-t-il été assassiné? Peut-être parce qu'il ne se laissait pas emporter par toutes les propositions selon sa sœur pour ses idées. Selon Jovenel, son fils, et pour Martine Moïse, parce qu'il a voulu électrifier les villes, construire des routes, démocratiser le crédit et combattre les oligarques corrompus. Et après les funérailles, Martine Moïse a laissé Haïti ce mercredi 28 juillet 2021 en direction des États-Unis, pour continuer de recevoir des soins après avoir été blessée lors de l'attaque ayant coûté la vie à son mari Jovenel Moïse, ex-président de la République. Accompagnée de ses enfants, l'ex-première dame a quitté le pays sans être auditionnée par le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Bedford Claude, qui commence à auditionner certaines personnalités politiques réputées proches de l'opposition. Pour revenir à la très longue interview au New York Times, Martine Moïse a annoncé qu'elle envisagerait sérieusement de se présenter à la présidence. Une décision qu'elle prendra après d'autres interventions chirurgicales qu'elle doit subir sur son bras blessé. Un bras droit dont elle pourrait ne plus jamais retrouver l'usage. Diaspora Haïti, c'est toute nouvelle la caille. Je jure de remplir en toute conscience et fidèlement ma mission d'agent de lutte contre la corruption et de respecter en tout temps le secret professionnel. Merci. Le tribunal vous en donne acte. Maître Claudie Gasson, ancien commissaire au gouvernement, notamment au gouvernement défunt René Préval, mourit dans circonstances qui beaucoup éclaircies. Ça passait en République dominicaine. Moi, je parler avec un proche Claudie Gasson qui c'est Marco MES. Tout le monde connaît son nom qui Marco MES, manager Diacout number 1. Il y a un business à Pétionville qui c'est Marco MES Auto Design. Il expliquait, il dit que Claudie Gasson, c'est États-Unis. Il est rentré en République dominicaine dans mi-temps semaine ça. J'en dis non, il sentit pas bien. Claudie Gasson senti des signes qui t'a voulu faire quoi qu'il y ait un coronavirus. Il allait faire un test. Depuis le résultat, selon ça, Marco MES dit que Madame Claudie Gasson raconte-elle, Claudie Gasson vini tout d'un coup dépressif. La dit qu'il pas senti bien et il est de très mauvaise humeur. Arrivé jeudi, samedi, après-midi, 31 juillet ça, Marco MES dit, Madame Claudie Gasson explique qu'elle était dehors. Et puis, il rentre dans le cas là, il joint Claudie Gasson, couché à terre, bien accent, et que Claudie Gasson coupe et coule avec un couteau. Il coupe et coule. Donc, selon sa madame a expliqué Marco MES, qui sont très proches de Claudie Gasson, et que monsieur t'a coupé et coule pour tuer tête. Suicide. Mais maintenant, n'a pas d'accord, ça ne pas faire aucune spéculation que la mort Claudie Gasson, pourquoi il n'est pas clair. Il n'y a pas une enquête au niveau de la police dominicaine. Nous pas prendre temps pour nous connaître ça qui passe, puisque de toute façon, ce n'est pas des CPJ, merci bon Dieu. Okay? Merci bon Dieu, ce n'est pas des CPJ pour mener une enquête, bagaille, ça, et alléluia. Nous tout à fait tête, nous, généralement, nous connaissons suicide typique commun, c'est pendaison, ou bien, c'est souvent nous connaissons tête, ou balle pour. Mais un couteau, passer dans ma cour, wow, c'est un bagaille incroyable. Incroyable, moi, c'est tout simplement, ma pisse virer tête tout le gens pour imaginer ce scénario là, pas qu'à comprendre. M'imaginer qu'en pile non perplexe, même j'avais, pas vraiment dans pile bagaille que m'a dit parce que m'a évité bien évidemment faire toute forme de commentaire parce que m'a pas rien même comme élément d'information sinon que très peu de détails. Et 24 heures plus tard, ce dimanche, Diaspora Haïti TV est en mesure de ne plus parler d'éventuels suicides, mais plus d'assassinats. Nous restons bien sûr au conditionnel, mais le compte d'or, ce serait à ce moment-là sa femme qui serait suspectée.
C'est ainsi le site Gazette Haïti, média en ligne très crédible, qui a publié des photos qui remettent en question la thèse du suicide évoquée immédiatement pour parvenir à la thèse de l'assassinat en sa résidence privée à Saint-Domingue. La police dominicaine a ainsi interpellé 4 personnes, dont Sarah Gassan, l'épouse de l'ex-commissaire du gouvernement et ex-directeur de l'URCC. Ce ne sont pour l'heure que des soupçons et à ce stade, Sarah Gassan bénéficie, comme les autres personnes appréhendées, de la présomption d'innocence. Il est pourtant certain que la police dominicaine mène l'enquête et promet d'élucider ce qui apparaît de plus en plus comme un assassinat. L'on saura alors si Sarah Gassan est impliquée dans l'assassinat de son mari. Pour être complet, comme son nom l'indique, Diaspora Haïti TV s'intéresse à la diaspora haïtienne partout dans le monde. Et c'est avec des propos édifiants d'un maire en Guadeloupe, département français d'Amérique, que nous allons nous séparer. Des propos supposés discriminatoires et racistes, xénophobes même, tenus mercredi dernier par Édouard Delta, le chef d'édilité de la localité d'Anse-Bertrand, confronté à une mobilisation de ses agents municipaux. Celui qui revêt l'écharpe tricolore y est allé d'une allégation xénophobe tendant à affirmer qu'il se produisait en Guadeloupe une haïtianisation au sein de la société, extrait de ses propos diffusés sur les réseaux sociaux. Les fonctionnaires de la commune s'en sont pris à mon entreprise privée. C'est une pharmacie sur la commune d'Anse-Bertrand. Ils ont bloqué la route avec des pneus, des branchages sèches, secs et des cartons. Ensuite, pire encore, c'est qu'il y a un agent qui est membre du conseil syndical qui a fait un attentat à la pudeur à l'égard de mon épouse. Donc, je pense que ces actes-là sont répréhensibles parce qu'on constate un peu partout en Guadeloupe, il y a une sorte de terme que je vais employer qui n'est pas péjoratif, mais qui est quand même significatif. Il y a une sorte d'haïtianisation qui se fait en Guadeloupe de plus en plus, c'est-à-dire que le droit n'est pas respecté. Chacun pense qu'il est titulaire du droit de tout dire et de tout faire, mais moi je dis non. Nous ne pouvons pas sombrer dans l'anarchie. On n'est pas encore en Haïti. On ne peut pas, sous la pression, sous les menaces, vouloir me faire faire ce que la loi ne m'oblige pas à faire. Donc, je tenais à mettre en garde les Guadeloupéens et les Guadeloupéennes contre cette haïtianisation qui est en train de se faire parce que, à la clé de tout ça, on voit bien ce qui se passe dans notre voisin, qui a certes la réputation d'être la première république noire indépendante, mais quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, où les libertés sont restreintes et le droit est bafoué constamment, je dis que ce n'est pas un avenir pour notre pays Guadeloupe. Et on dit Guadeloupéens, fais attention. Faut pas nous qu'à montrer nous lâches. Faut pas nous qu'à baisser tête devant la bêtise. Évidemment, je suis révolté, ceci à plusieurs titres. Déjà en tant qu'être humain, en tant qu'haïtien, en tant que président de l'association que je représente. Donc le maire qui est en difficulté en fait dans sa commune face à différentes organisations syndicales, au bout de son long discours, a proféré en fait des propos que nous on dénonce. Selon Monsieur le maire, en fait, l'ensemble de ces comportements qu'ont eu les syndicalistes, mais aussi l'ensemble de ces comportements qu'ils constatent se développer en Guadeloupe depuis un certain nombre de temps, traduisent une haïtianisation de la société guadeloupéenne. Donc évidemment que le mot haïtianisation, nous on ne comprend pas ce que ça veut dire. Ensuite, il a insisté pour dire que ce propos n'est pas péjoratif, mais significatif. Or, péjoratif, en fait, c'est sujet à interprétation. Par contre, le mot significatif veut bien dire significatif. Donc, c'est-à-dire que, en fait, l'ensemble des comportements qu'il a relevés par rapport à ses compatriotes sont significatifs des Haïtiens. Donc, c'est-à-dire que ce sont des Haïtiens qui réagissent comme ça normalement. Il a tenu ses propos pour rabaisser et pour mépriser ses compatriotes, mais par-dessus tout, il les a utilisés pour humilier, pour augmenter la haine et raviver la flamme en fait du racisme, de l'haïtianophobie en fait, si je peux dire comme ça, en Guadeloupe. Donc c'est un monsieur qui est arrivé en fin d'argument, donc il n'a plus rien à dire, il n'a plus d'arguments à proposer aux syndicalistes. Donc tout ce qu'il trouve en fait, c'est de faire des raccourcis. Diaspora Haïti, c'est toute nouvelle la caille. Depuis le 7 juillet dernier et le magnifique présidentiel du président Jovenel Moïse, Diaspora Haïti TV est mobilisé. Pour mieux vous informer, dès que cela en vaut la peine, nous vous donnons les dernières informations sur l'évolution de l'enquête, les révélations, mais également les zones d'ombre que nous essayons d'éclaircir. Avec les investigations menées en Haïti par notre correspondant Le Comte d'Or. Hey
Greffier, préparez-vous à recevoir une balle dans la tête. Ils vous ont donné un ordre et vous continuez à faire de la merde. Ceci est un extrait d'une plainte officielle déposée auprès de la police nationale et qui a été consultée par CNN. Des témoignages inédits de suspects clés, des tentatives mystérieuses d'influencer l'enquête et le danger aigu ressenti par les enquêteurs judiciaires alors qu'ils tentent de découvrir qui a assassiné le président. Et surtout, qui en a donné l'ordre, qui en sont les véritables commanditaires. Mais également avec le desk Diaspora Haïti TV et Peterson Hercule. Malgré son rôle essentiel dans les investigations, la justice n'a donc pas été autorisée à pénétrer dans le périmètre de la police pendant les premières heures. Cela soulève bien sûr le spectre d'une falsification de preuves. Sur Diaspora Haïti TV, vous ne manquerez rien de l'évolution de l'enquête. Naoué prochain fois. Diaspora Haïti, c'est toute nouvelle la caille.